Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, de général putschiste à président élu, c'est le parcours de Brice Clotaire Oligui Nguema, officiellement vainqueur de la présidentielle gabonaise avec plus de 90% des voix. Le président français Emmanuel Macron salue une étape décisive vers la fin de la transition, 19 mois après le renversement de la dynastie Bongo. Ces libérations qui posent question au Niger. Ils sont une cinquantaine de détenus politiques à avoir été libérés la semaine dernière sur recommandation des assises nationales. Parmi eux, des militaires, un journaliste, d'anciens proches de Mohamed Bazoum, mais pas l'ancien président lui-même. Décryptage à suivre. Et enfin, connaissez-vous le lépi, le tissu emblématique de la Guinée qui a enfin obtenu son label de l'indication géographique protégée, un gage de qualité et une protection contre les contrefaçons. Reportage auprès des artisans qui espèrent désormais que cette distinction leur permettra de conquérir le monde. Brice Clotaire Oligui Nguema est désormais président élu du Gabon avec plus de 90% des voix, 19 mois après le putsch qu'il a mené et qui a mis fin aux plus de 55 ans de règne de la dynastie Bongo. À Paris, Emmanuel Macron salue un scrutin essentiel pour un retour à l'ordre constitutionnel. On écoute le tout nouveau président élu. Mes chers concitoyens, le ministère de l'Intérieur vient d'annoncer les résultats provisoires de l'élection présidentielle, qui nous donne largement en tête. Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais. Qui s'est distingué durant tout le processus électoral. Une victoire sans surprise avec un score soviétique au regard de la campagne électorale, tant le président élu était favori du scrutin. La correspondance d'Ismaël Obiangze qui a couvert pour nous cette présidentielle. 90,35% pour Brice Clotaire Oligui Nguema, une victoire qui confirme le soutien massif accordé par une grande partie de la population à celui qui dirige la transition depuis le 30 août 2023. À Libreville, ses partisans saluent la victoire du peuple et une continuité dans la stabilité du pays. Alors que le discours du chef des bâtisseurs est très attendu, l'un de ses adversaires dans les urnes, Alain-Claude Bilbinzé, annonce une importante déclaration de presse ce lundi. Déjà la fermeture des bureaux de vote hier, les missions d'observation du scrutin ont salué le bon déroulement du processus électoral avec un taux de participation de 87,21%. Ce soir, quelques scènes de liesse sont observées dans les quartiers populaires pour une fin de scrutin pourtant sans suspense. En cas de recours, la Cour constitutionnelle dispose de 2 semaines pour vider le contentieux électoral. C'est un geste d'ouverture salué au Niger. Une cinquantaine de personnes civiles, militaires ont été libérées ces derniers jours. Une décision prise à la suite des assises nationales de février, alors que la junte reste sous pression. 9 mois après le renversement du président Mohamed Bazoum, si certains y voient un premier pas vers l'apaisement, d'autres réclament la libération de tous les détenus politiques, à commencer par l'ancien chef de l'État lui-même. On retrouve Serge Daniel, notre correspondant régional. Serge, quelles sont les personnalités concernées par cette mesure? On a vu que l'ancien président Bazoum lui-même n'en faisait pas partie. Mais qui sont les autres? Il ne fait pas partie des personnes libérées, mais d'anciens ministres issus du régime civil, donc le régime du président Bazoum, font partie des personnes libérées. Il y a par exemple l'ancien ministre de l'énergie. Il y a également un ancien ministre qui est le fils de l'ancien président Mahamadou Issoufou, qui n'est pas un anti-junte au Niger. Il y a également un diplomate connu, un journaliste a été également libéré. Et puis parmi les personnes libérées, il faut aussi noter des militaires qui avaient tenté en 2010, on se souvient, de fomenter un coup d'État à Niamey. Et comment cette mesure a-t-elle été décidée, Serge ?
Alors, côté pile, on explique à Niamey que ce sont les assises nationales. Des assises nationales, il faut préciser, boycottées par une frange importante de la classe de la société civile. Et on a noté également l'absence des partis politiques lors de ces assises, que ce sont ces assises nationales qui ont demandé ces libérations. Donc que c'est un petit pas vers la réconciliation, un bon pas vers la direction de la réconciliation nationale. Mais d'autres estiment quand même que, attention, ce n'est pas forcément cela. La junte préparait plutôt une recomposition de la classe politique et que c'est une opération politique. D'autres disent par exemple que c'est parce qu'il fallait libérer le fils de l'ancien président Youssoufou, qui était ministre du gouvernement Bazoum, que certains ont été libérés. Et d'autres disent plutôt attendons de voir, pour voir un peu comment la junte va faire, quels sont les actes que la junte nigérienne va poser les prochaines semaines, les prochains mois, pour être sûr que c'est un début de décrispation politique à Niamey. Merci Serge Daniel pour ce décryptage. On revient sur le titre principal de notre journal, à savoir l'élection justement au Gabon de Brice Clotaire Oligui Nguema. Quelle lecture faire de cette élection largement remportée, du contexte de transition qui l'entoure? Pour décrypter les enjeux de ce scrutin et les perspectives qui s'ouvrent pour le Gabon, nous retrouvons à Libreville le politologue André Adio, chercheur au CNRS. Monsieur Adio, merci de nous rejoindre sur France 24. Dites-nous, cette victoire écrasante était-elle inévitable dans un contexte aussi verrouillé, ou plus simplement quel sens donnez-vous à ce score soviétique des 90%? Bien, je pense, merci déjà de me recevoir. La charge symbolique que constitue le 30 août, on n'en est jamais sorti au Gabon. Et le président de la transition n'a rien fait pour détruire ce capital sympathie et cette relation qu'il a nouée avec les populations au regard de certaines initiatives qu'il a prises dans le domaine social, malgré les problèmes qui subsistent. Mais il a essayé de se montrer comme un homme au travail et il a tissé un type de lien qui fait qu'il a maintenu, si vous voulez, le lien qu'il avait tissé depuis le 30 août. Lui et ses frères d'armes. Et au-delà de ça, il a garanti au pays, il me semble, et les populations ont aussi apprécié cela, je crois, il a préservé le Gabon pendant cette période sensible, il a respecté les engagements pris, notamment s'agissant du chronogramme de la transition, et il a essayé d'être inclusif et participatif. Il a donné quelques gages qui ont rassuré les Gabonais et qui ont fait que les Gabonais aient finalement une comparaison nette avec ce qui s'est fait avant le 30 août. D'accord. Ouais. Monsieur Adio, juste parce que j'ai quelques questions à vous poser. À Paris, le président français Emmanuel Macron salue un scrutin essentiel pour un retour à l'ordre constitutionnel. Mais est-ce qu'on peut dire que la transition militaire est bel et bien terminée avec cette élection et que c'est un retour à l'ordre constitutionnel selon vous? Si on s'en tient au fait que la constitution que les Gabonais ont adoptée il y a quelques mois commence à s'appliquer le jour de l'élection du président de la République, on attend certainement que la Cour constitutionnelle dise son mot. Mais à partir du moment où la Cour constitutionnelle aura proclamé les résultats, la nouvelle constitution va s'appliquer et donc la transition, la fin de la transition est actée. Une nouvelle page s'ouvre. Maintenant, d'autres défis se posent pour le pays. Parlons des défis à présent. Quelles sont les attentes de la population? On a entendu que le président Nguema était très populaire dans le pays. Vous avez parlé de l'aspect militaire, mais sur le plan économique et social, quelles sont les attentes du peuple gabonais? Les attentes sont sociales, madame. La demande sociale est forte. Et pour un pays dont l'économie est essentiellement tournée vers la rente pétrolière, le bois, les marges sont de plus en plus minces. Il faudra donc que le président de la République et son équipe réfléchissent à dessiner des nouveaux contours économiques, à créer une économie, parce que c'est avec les ressources tirées d'une économie réelle, donc la valeur ajoutée, qu'on répond aux demandes sociales.
Là, il y a, du point de vue social, un grand travail qui attend le président, ça c'est indéniable. Merci beaucoup d'être venu, Monsieur Adjo, d'avoir fait ce décryptage pour nous sur France 24. Merci beaucoup. La justice ougandaise a refusé vendredi la libération sous caution d'un des principaux opposants au président Yoweri Museveni au pouvoir depuis plus de 40 ans. Kizza Besigye était l'ancien médecin personnel du président ougandais et il avait été enlevé en novembre dernier lors d'un déplacement au Kenya. Accusé de trahison, le politicien était au départ jugé devant une cour martiale avant que son dossier ne soit transféré en février dans un tribunal civil. Clémence Valère. Après plus de 140 jours derrière les barreaux, Kizza Besigye ne pourra toujours pas accéder à une liberté temporaire. Vendredi, la justice ougandaise a rejeté la demande de libération sous caution du chef de l'opposition. Alors qu'il avait rempli toutes les conditions pour y accéder, selon les juges, les chefs d'accusation contre lui et un autre accusé sont trop sévères pour permettre une remise en liberté. Bien que toutes les conditions de remise en liberté sous caution soient remplies, les demandes sont rejetées. Les enquêtes sont en cours et les requérants pourraient être tentés d'interférer avec ces enquêtes. Pour l'avocat de l'homme de 68 ans, la décision interroge. Ils n'ont jamais interféré avec les enquêtes et n'ont jamais échappé à une mise en liberté sous caution. Ils ont présenté des cautions substantielles. Alors pourquoi leur refuser la justice et leur refuser la mise en liberté sous caution ? Nous allons nous battre jusqu'à ce que ces deux personnes soient libérées. Opposant depuis 25 ans et jadis médecin personnel du président, Kizza Besigye est aujourd'hui accusé de menaces à la sécurité nationale. Enlevé en novembre dernier lors d'un déplacement au Kenya, il a d'abord été traduit devant une cour martiale pour trahison, fait passible de la peine capitale. Son dossier a été transféré à la justice civile fin février, suite à la détérioration de son état de santé due à sa grève de la faim et à une décision antérieure de la Cour suprême qui avait jugé inconstitutionnelle la comparution d'un civil devant un tribunal militaire. Allez, un mot du marathon de Paris. Ils étaient près de 55 000 à s'élancer ce dimanche matin sur les pavés parisiens pour 42 km d'efforts et d'émotions. Victoire en solitaire pour le Kenyan Bernard Biwott. Finish spectaculaire aussi pour l'Éthiopienne chez les dames de Benatou Irpa. Le marathon de Paris a tenu toutes ses promesses sous un ciel certes nuageux, mais avec des performances éclatantes. Donc voici sur ces images. C'est une victoire pour la Guinée aussi. Le Lépi, tissu emblématique du pays, a récemment obtenu l'indication géographique protégée délivrée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ce label est un gage de qualité et une protection contre les contrefaçons. Les artisans qui préservent ce savoir-faire espèrent que cette distinction leur permettra de conquérir des marchés internationaux. Un reportage de Sarah Sako, Malik Diakité et Aminatou Diallo. Le bobinage, c'est l'étape première qui consiste à passer du fil aux bobines. Dans cet atelier de Koya, à une cinquantaine de kilomètres de Conakry, se perpétue l'art ancestral du lépi. Ici, chaque fil est soigneusement choisi avant d'être tissé selon une technique traditionnelle. Du bobinage au tissage jusqu'à la teinture à l'indigo, chaque étape suit un processus minutieux. Aliou a hérité ce savoir-faire de sa mère. Donc nous étions après quelques heures sous le soleil, notre tissu a séché. Voilà notre motif, Kori, qui est là, dans une teinture en noir. Ces pagnes tissés sont exposés chez des commerçants partenaires. L'indication géographique protégée assure désormais l'authenticité du produit. 1,20 m de large, la finesse du fil le fait main, une couleur coton strié de noir ou indigo. Pour Aliou, c'est une véritable reconnaissance. Ça met en lumière le travail que font nos artisans, teinturiers, tisserands et autres. Donc la labellisation du lépi permet de booster les ventes parce que ça protège en quelque sorte un savoir-faire ancestral. Ces dernières années, les contrefaçons du fameux tissu inondent les marchés et font une concurrence déloyale aux artisans guinéens. Les autorités expliquent que l'appellation protégée va leur permettre de réagir. Nous avons la possibilité de lutter contre les contrefaçons et c'est d'ailleurs l'une des plaintes souvent portées par les groupements de femmes.
Elles font face souvent à la concurrence chinoise sur le marché avec des tissus contrefaits. La Guinée ambitionne aujourd'hui de faire inscrire son tissu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, c'est sûr, c'est très beau tissu qu'on se quitte. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier de Libreville à Conakry en passant par Kampala. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.